Avertissement. Les propos qui suivent sont les opinions de Sébastien Saint-François, citoyen de Boucherville. Voici Boucherville 5021. 7h38, on est en compagnie de Sébastien Saint-François pour sa chronique Boucherville 5021. Bon vendredi, Sébastien. Bon vendredi, Samuel. Ça va bien? Pas pire. Il fait beau, il fait chaud. Ouais, surtout chaud, ouais. À l'extérieur, là, on peut dire que le soleil se lève tranquillement, mais l'air est lourd, là, déjà, c'est pesant comme température. Une journée très chaude. Ouais, une collante, hein, comme on dit. Ouais. D'abord, on parle de la ville de Boucherville cette semaine qui a décidé de porter la décision rendue par le TAQ sur l'expansion, en fait, l'expropriation de l'hôtel de Boucherville. On va porter cette décision-là en appel. Oui. Donc, j'en ai parlé la semaine dernière. On a parlé assez longuement. Ça m'inquiète comme contribuable de savoir que M. Martel donc décide d'aller en appel au niveau de la ville. Ça m'inquiète parce que ça coûte de l'argent. Et si on compare de récentes décisions qui ont été rendues par des tribunaux, puis j'en ai fait état ici en ondes. Par exemple, dans le dossier Argo, donc la ville a essuyé des revers. Dans un autre dossier du tribunal administratif du Québec concernant un ajustement de l'évaluation, la ville a essuyé un revers et le tribunal n'a pas été très tendre à son égard. Oui. On se rappellera que le tribunal, dans sa décision, avait indiqué qu'il ne comprenait pas qu'une ville perde ainsi son temps et son argent sur une cause de cette sorte. Ça, c'est ce que ça voulait dire. Et si je regarde le dossier d'expropriation et la décision qui a été rendue au début mai, c'était le 6, si je constate la faiblesse, je suis pas juriste, mais je suis capable de lire, puis je suis capable de comprendre, les arguments de la ville étaient plutôt faibles. Et c'est pour cette raison que la ville a essuyé un revers, parce que la ville offrait à la fin quelque chose comme 180 000 aux propriétaires. Et puis là, ça coûte près de 1,1 million. Donc, quand je lis dans le journal La Seigneurie cette semaine, la ville a des motifs d'aller en appel. Ça, c'est une citation de Jean Martel. Oui. Je me demande bien, c'est quoi ces motifs d'aller en appel? Et mettons que la ville perde en appel, ben ça vient de gonfler une fois de plus la facture de ce centre d'art-là. Alors, ça m'inquiète. Comme contribuable, je trouve qu'on va loin, puis la saga se poursuit. Ça fait déjà 5 ans que cette histoire-là se déroule là, devant les tribunaux, et ce n'est pas fini. Non, alors, j'ai hâte d'en connaître la fin et surtout le prix de tout ça. Ben, en tout cas, comme j'ai indiqué la semaine passée, on est rendu à environ 6 millions, là, si on met tout cela ensemble. Puis j'ai également indiqué que la facture va continuer de grimper. Nous en avons une preuve ici, donc on va tenter d'autres procédures devant des tribunaux. Et on ne sait jamais ce que ça peut donner, un appel. Hein. On ne connaît jamais l'issue à l'avance. Non, ça peut être très long aussi, là. Ça peut être, c'est sûr que c'est long. C'est long et c'est coûteux aussi. Ne serait-ce qu'en frais judiciaires, en honoraires d'avocat, la facture monte. Alors, ça sera à suivre, mais c'est encore une fois une indication que nous allons avoir éventuellement un centre d'art bien au-dessus de nos moyens. Je pense que pour une ville de 42 000 habitants, on n'a pas besoin d'un centre d'art à ce prix-là. Dieu sait combien ça va finir par coûter au final, mais je pense c'est une dépense nettement exagérée pour la population que nous sommes. Comme j'ai mentionné la semaine passée, nous ne sommes pas Montréal, là. Nous sommes une ville de banlieue, et puis on a plusieurs priorités sur notre territoire, puis je pense que c'est beaucoup trop d'argent investi dans un seul projet, et c'est même pas un projet qu'on peut qualifier de mobilisateur, dans le sens que le nombre d'utilisateurs, on ne le connaît pas, mais ce ne sera pas une majorité de la population qui va aller utiliser cette installation-là. Alors, c'est beaucoup d'argent dépensé sur un projet. À suivre. Oui, à suivre. Ben voilà, je pense que la saga n'est pas terminée, comme tu le disais tantôt. Non. Le second sujet qui retient notre attention ce matin, c'est l'anomalie municipale. En fait, tu veux nous parler des partis politiques et surtout de leur abolition, justement, au palais municipal. Oui, je trouve ça intéressant parce que on voit une tendance qui se dessine un peu partout. Cette semaine, dans la presse, la chroniqueuse Lisiane Gagnon, je partage pas toujours ses opinions là, parce que des fois c'est un petit peu farfelu. Je vais toujours me rappeler, par exemple, quand elle a écrit sur Gary Carter, puis elle ne savait pas c'était qui là. Oups. Il y a quelques années lorsqu'il est décédé. Mais elle a une chronique cette semaine, ça a été publié le 28 mai, donc mardi, qui s'intitule L'anomalie montréalaise. Bon, on parle de Denis Coderre, notamment, et on parle des partis municipaux. Et de plus en plus de gens remettent en question la pertinence d'une formation qui s'appelle un parti politique au niveau municipal. Ouais. Je trouve ça intéressant. C'est pas juste à Boucherville qu'on se questionne à Montréal, on se questionne à Laval, on se questionne partout, parce que les gens commencent à se rendre compte que c'est peut-être pas le meilleur véhicule démocratique qu'on peut avoir au niveau municipal.
Et notamment, dans sa chronique, Mme Gagnon fait appel à M. Henri Aubin, qui est chroniqueur municipal à la Gazette. Oui. Chroniqueur chevronné. Je me rappelle de l'avoir cité à multiples reprises durant la campagne de la diffusion. Il était farouchement contre les fusions, ce chroniqueur-là. Et il résume très bien ce que c'est un parti municipal. Je pense que ça reflète... On le voit dans le quotidien de la vie politique au niveau municipal. Il dit notamment que selon lui, donc selon M. Aubin, ces structures inutiles sont des sabots de Denver qui entravent la démocratie municipale et sont autant de portes ouvertes à la corruption, comme on l'a vu à Union Montréal et à Vision Montréal, à l'époque de Benoît Labonté. Ce sont des coquilles vides qui, contrairement aux partis provinciaux et fédéraux, fonctionnent à huis clos. On le voit bien à Boucherville. Mme Crevier-Belair, lorsqu'elle a annoncé sa candidature à la mairie, a bien dit que depuis qu'elle ne faisait plus partie du parti politique de Jean Martel, donc du caucus, il a fallu à plusieurs reprises qu'elle ait accès à la loi sur l'accès à l'information pour obtenir l'information dont elle avait besoin, alors qu'elle est élue démocratiquement. Donc, les partis fonctionnent à huis clos. Tu fais pas partie du parti, t'es pas dans le game, comme on dit. Et il dit également que les partis ont pour effet d'alourdir les débats en y introduisant des considérations partisanes stériles. Donc, au niveau municipal, la partisanerie ne devrait pas avoir sa place. Il faut toujours se rappeler, puis ça, M. Coderre aussi le dit, administrer une ville, c'est administrer. C'est pas un gouvernement. On n'est pas là pour des raisons idéologiques. On n'est pas là pour des considérations partisanes. On est là pour administrer une ville. Administrer une ville, c'est s'assurer que les services sont rendus au meilleur prix possible et de gérer l'argent des contribuables de façon responsable et sans partisanerie et sans idéologie. Donc, je prends l'exemple à Boucherville, le Centre d'art, c'est carrément un dossier idéologique, ça. C'est un dossier politique. Ça n'a rien à voir avec l'administration de la ville. Alors, je trouve ça très intéressant que l'idée d'indépendance commence à prospérer un peu partout au niveau du Québec, parce que je pense qu'il est temps que les gens se réveillent, puis je pense qu'on est dû pour une nouvelle formule démocratique au niveau municipal. Trouves-tu qu'actuellement, avec tout ce qu'on voit ou tout ce qu'on entend à la commission Charbonneau, les gens, quand on entend partis politiques municipaux, on entend corruption? Parce que vraiment, c'est ce qu'on voit, là, je m'excuse, mais c'est ce qu'on voit dans l'actualité ce matin. Ben écoute, que le parti politique municipal qui était au pouvoir à Laval, le Parti pro des Lavallois, les conseillers servaient de prête-noms. Presque tous les conseillers, en fait. On en nommait 3 qui n'ont pas supposément embarqué dans la game. On a un maire en fonction actuellement qui a servi de prête-nom. Oui. C'est incroyable. C'est incroyable. J'espère que les gens font... On peut pas faire un lien automatique entre un parti... Dire ce parti-là, c'est un parti, il doit être corrompu. Non, je suis d'accord. Mais on a suffisamment d'exemples qui s'étalent sur la place publique en ce moment pour soulever des doutes. Ouais, je suis d'accord. Et se demander si oui, est-ce qu'un parti, c'est automatiquement synonyme de corruption ou est-ce que ça ouvre la porte à des formes de corruption? Oui, corruption, partisanerie, etc., là, il y a tous les synonymes que vous voulez. J'ai hâte de voir ce qui va se passer à Laval parce que je ne vois pas comment M. Duplessis peut rester en fonction avec ce qui vient de sortir hier. C'est incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'ils ne commandent pas. Non, ils ont sorti un communiqué de presse, dire on va attendre que toute la merde sorte sur Laval, puis après ça, on commentera. C'est le maire en fonction de la deuxième ville au Québec. Là, est-ce qu'il va faire comme à Mascouche? Je sais pas si tu te souviens qu'est-ce qui s'était passé à Mascouche. Notre cher M. Marcotte qui s'est accroché puis qui est parti avec un bonus de 150 000 à la fin. Mais qui se faisait même lancer des trucs quand il se pointait au conseil municipal. D'ailleurs, c'est parce qu'il perd toute légitimité. Lui, il était accusé au criminel, M. Marcotte. M. Duplessis, il n'a aucune légitimité pour siéger à l'heure actuelle. Écoute, on parle de la deuxième ou troisième ville du Québec, je pense que c'est la troisième, pas sûr, là. Mais c'est pas un petit village, là. C'est une des principales villes et un des principaux moteurs économiques du Québec. Oui. Et c'est géré par quelqu'un qui a servi de prête-nom pendant des années. Qui a trempé dans la corruption et la collusion au sein du parti du maire Gilles Vaillancourt. Et qui est allé affirmer en ondes peu après sa nomination au poste de maire intérimaire qu'il s'occupait jamais de financement dans le parti pro de Lavallois. C'était M. Vaillancourt qui s'occupait de tout ça. Ouais. Tu viens de perdre toute légitimité, mon cher. Ouais, c'est difficile de se défendre après ça. C'est incroyable. Sébastien, tu veux nous parler de boussole municipale. Qu'est-ce que c'est au juste? Oui, donc j'ai été informé de ce lien-là hier. La boussole municipale, c'est un sondage en ligne que les citoyens peuvent remplir pour toutes les villes du Québec. Là. On précise notre ville, donc Boucherville par exemple, on peut le faire pour toutes les villes, peu importe où on habite. Et ça nous pose une série de questions pour évaluer la qualité des services qu'on reçoit et, si on veut, la qualité du travail de nos élus.
Et ces résultats-là, éventuellement, selon la description qu'on en fait sur le site de la boussole municipale, pourraient influencer nos décideurs. Donc, j'imagine que les décideurs municipaux vont avoir accès à des données colligées. Oui. Donc, j'invite les citoyens à le remplir. J'ai pas l'adresse est sur mon blog boucherville5021.com. Je l'ai indiqué hier. C'est tout simple. Mis en ligne. Ouais, c'est tout simple. En fait, c'est boussole.sondage RH, sondage au pluriel RH.ca, donc boussole.sondage RH, sondage qui est au pluriel.ca. Et vous trouverez le lien sur le blog Boucherville 5021. Vous pourrez juste à cliquer, aller le remplir, parce que selon les gens qui ont créé le sondage, plus il y a de répondants, plus les résultats sont intéressants au niveau de leur précision. Est-ce que des gens donnent un aperçu des données? On donne une fois qu'on a rempli ses propres résultats, ça nous attribue des pourcentages par rapport à les services, par exemple notre appréciation, les élus, etc. Puis ça nous donne une moyenne aussi par rapport aux citoyens de notre ville, et ça nous donne également une moyenne par rapport au Québec. Dans l'ensemble. C'est intéressant. Oui, c'est très intéressant comme exercice, et ça prend pas de temps, là, ça prend 5 minutes à compléter. On peut rajouter des commentaires également. Donc j'invite les gens à aller le remplir pour accroître la précision, l'exactitude des données qui seront colligées. Sébastien, on termine en parlant d'une grosse nouvelle cette semaine. Le groupe Jean Coutu qui déménage son siège social à Varennes, qui semble-t-il est une ville qui penche un peu plus stratégiquement que Boucherville selon toi, parce que, écoute, on a perdu un gros joueur là. Ben en tout cas, ça m'a intéressé cette nouvelle-là. Quand je dis pense stratégiquement, si je compare à Boucherville où on achète des terres agricoles et on fait pas de développement, et au contraire, on paralyse le développement depuis plusieurs années. Dans le cas de Varennes, ils ont fait une méchante bonne affaire. Dans un article, dans la nouvelle, on nous annonce que, en effet, le groupe Jean Coutu va installer son siège social à Varennes. Toutes les activités vont être là. Là où je trouve que la ville de Varennes a fait une bonne affaire, c'est au niveau du terrain, parce que Jean Coutu achète le terrain de Varennes. Et on apprend dans la nouvelle que Varennes avait acheté ce terrain-là. C'est un terrain de 3 millions de pieds carrés. Avait acheté ce terrain-là d'Hydro-Québec en 2011 à 70 cents le pied carré. Et puis qu'elle les revend, donc 2 ans plus tard, à 2,30 $ le pied carré. Wow, toute une marge de profit, là. C'est une belle marge de profit, et je trouve que c'est pensé stratégiquement. Ça va favoriser également le développement économique de Varennes. Alors, je trouve que si on compare à ce qui se passe à Varennes, où on a un conseil municipal qui bloque tout développement résidentiel ou qui cause beaucoup de problèmes à ce niveau-là, qui s'expose même à des poursuites maintenant de la part d'un promoteur, je regarde ce qui se passe depuis 4 ans à Boucherville, on est loin d'un coup semblable, là. Et je trouve que Varennes, en tout cas, chapeau pour cette réalisation-là, parce que c'est un gros morceau qui vient de débarquer à Varennes. Le maire d'Anfous était très content, d'ailleurs, se réjouissait de cette nouvelle-là cette semaine. Il avait raison, d'ailleurs. Comme tu dis, c'est un sacré coup de pouce pour la ville. Semble-t-il que... Écoute, le groupe Jean Coutu, on lit dans l'article ici que sa filiale, le groupe Jean Coutu et sa filiale, c'est au-dessus de 1000 employés. Puis toutes les activités vont être centralisées à Varennes. C'est énorme. En fait, c'est un terrain qui a été acheté tout près de l'autoroute 30, semble-t-il, du côté du parc industriel de Varennes, où écoute, c'est énorme, la bâtisse qu'on va construire sur ce terrain-là et tout ça. Comme tu dis, pour que 1000 employés travaillent, ça va être un gros joueur. Là, donc, tu sais, je compare à Boucherville, je regarde tout le temps qu'on dépense sur des poursuites contre des promoteurs qui ont des droits acquis. Je regarde tout l'argent et le temps qui se dépense sur un centre d'art. Je regarde tout le temps qui se dépense sur toutes sortes d'affaires moins importantes. Qu'on consacre donc notre attention sur notre parc industriel. Je sais qu'il y a quelques semaines, on parlait d'essayer de faire changer le zonage sur certains terrains qui sont actuellement agricoles, qu'on pourrait développer à des fins industrielles. Ça serait drôlement plus profitable pour la ville à long terme qu'un centre d'art à 6, 7, 8 millions. Sébastien, merci d'avoir été avec nous. C'est ce qui met fin à la chronique pour aujourd'hui. Encore une fois, on te souhaite une bonne semaine, mon cher. On va se retrouver la semaine dernière pour la toute dernière chronique de Boucherville 5021. Avant la saison estivale. Voilà, on quitte avant l'été, finalement, qui arrive à grands pas. Je pense qu'on le sent aujourd'hui dehors déjà à l'heure qu'il est là. Mais quoi que ça varie, hein? On monte, on descend. En terminant, on rappelle aux auditeurs, l'adresse de ton blog, s'il te plaît. Boucherville5021.com. Alors, la chronique est disponible là, sur le FM1033.ca également, sous l'onglet Allez debout. Bonne semaine, Sébastien. On se retrouve vendredi prochain. Bon week-end. Bye bye. De notre côté, c'est JP Dalpé qui s'en vient en musique avec Adèle au FM 103.3. Par la suite, on va à la pause et c'est vos infos régionales qui s'en viennent en compagnie de Maryse Garand. Votre opinion diffère de celle de Sébastien Saint-François? Donnez-la aussi en ondes. Prenez rendez-vous au 450-646-6800, poste 28.